Bonjour tout le monde, donc séance du vendredi 3 avril 2020. Donc on va aborder l'essentiel sur le coût du capital. Alors, est-ce que déjà dans la classe, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient nous dire quelque chose sur le coût du capital? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non? Pas de... Quelqu'un veut intervenir? Ok. À Bérénice, ça lui dit rien. Ok. Ludovic, Thomas, c'est parfait. Ok. Ok, donc c'est vraiment un cours utile. Alors on y va. On va commencer. Alors c'est parti. Donc il faut savoir d'abord. Alors, regardez bien. Coût du capital. Vous savez, quand vous prenez votre bilan, vous avez, vous avez du côté passif, vous avez deux rubriques. Vous avez la rubrique des capitaux propres et vous avez la rubrique de la dette. Donc, le coût du capital, d'accord, le coût du capital donc, va agréger deux coûts. Le coût des capitaux propres et le coût de la dette. Donc, si j'appelle grand K le coût des capitaux propres. D'accord? J'appelle grand K le coût des capitaux propres. Grand K, le coût des capitaux propres. Alors, le coût des capitaux propres, on va le mesurer par un taux qu'on appellera le taux des capitaux propres. OK? Donc, le coût des capitaux propres se mesure par un taux. Est-ce que c'est bon? On appellera ça le coût des capitaux propres. Donc, le coût du capital est composé des capitaux propres et de la dette. Et le coût de la dette, on va l'écrire taux petit t d, le coût de la dette. Coût des capitaux propres et coût de la dette. Le coût du capital, TC, c'est bien entendu une moyenne pondérée, c'est une moyenne pondérée du coût des capitaux propres et du coût de la dette. D'accord? On verra ça après. Autrement dit, si je prends l'exemple suivant, pour financer, pour financer un investissement, pour financer un investissement, une entreprise dispose d'un capital de 2 millions d'euros. Une entreprise dispose d'un capital de 2 millions d'euros. Ou de 2000 milliers, alors on va dire 2 milliards d'euros. 2000 millions d'euros. Alors, répartis ainsi, nous avons 1200 millions d'euros de capitaux propres.
1200 millions de capitaux propres. Et le coût de ces capitaux propres, on va dire c'est 8%. Et elle dispose de 800 millions d'euros de dette. Et elle dispose de 800 millions d'euros de dette. Et le coût de la dette, on va dire c'est 5%. Question, quel est le coût du capital? Ok. Je vous laisse 2 minutes ou 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a le coût du capital? 6,8. Quelqu'un a le résultat? Très bien. Donc 6,8%. Monsieur, Donc si on applique la formule au-dessus, on m'entend voilà ce pas? qu'on obtient. Donc le coût du capital, TC, le coût, pardon, ah non, j'ai pas mis l'écouteur. Oui, Bérénice, j'entendais pas. Non, c'est juste que Radou vous a donné la réponse, c'est Ah pour oui, mais ça. j'ai pas le problème, c'est que j'enlève l'écouteur parce que c'est pour ça que D'accord, voilà, il faut juste me demander que vous parlez, quoi, et que je le mette, en fait. d'accord. C'est plus facile, ok. Parce que ça m'obstrue ça fait comme le chanteur, tu sais, qui a le retour du son. Bon, alors, donc ici, on va calculer, donc Radou apparemment avait trouvé, Bérénice aussi. Alors, donc ça fait TC égale le coût des capitaux propres, 8%. Donc je laisse en pourcent, puisque je pondère en pourcentage. Donc je laisse en pourcent, 8, que multiplie le montant, donc le coût des capitaux propres, donc engagé 1200, sur la totalité investi 1200 plus 800, 2000, plus 5%, multiplié par 800 sur 2000. Donc si tous les calculs de vos camarades sont bons, ça fait 6,8%. Voilà le coût du capital. Est-ce que tout le monde a compris? Ok, c'est parti. Alors, on continue. Maintenant, le problème, c'est que comment fait-on pour évaluer le coût des capitaux propres? D'accord? Comment fait-on pour évaluer le coût des capitaux propres et comment fait-on pour évaluer le coût de la dette? Alors voilà ce que ça dit. Le coût des capitaux propres est le taux de rentabilité exigé par les apporteurs de fonds, c'est-à-dire les actionnaires. D'accord? Hein? Ça, c'est le coût des capitaux propres. Donc le coût des capitaux propres, c'est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Alors ce taux, il peut être calculé de plusieurs façons. Il peut être calculé à l'aide du modèle du dividende actualisé ou du modèle du dividende actualisé croissant. Ou alors, il peut être déterminé
à l'aide du CAPEM ou bien du MEDAF, du modèle d'équilibre des actifs financiers. Alors, on va aller par étapes. On va commencer donc par les modèles actualisés. Alors, je vous explique le principe. Les modèles actuariels. Modèle actuariel. On va se placer comme ceci. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on retrouve votre vidéo après parce que vous allez un peu trop vite? Alors, on va écrire modèle actuariel. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui. Très bien. Apparemment, Cindy vient de me faire un petit appel micro pour me dire que je suis allé trop vite. OK. Alors, je vais reprendre ça tranquillement. OK, Cindy? Oui. Mais il faut que tu m'arrêtes. Alors, dans ce cas-là, je n'enlève pas mon casque. Tu m'arrêtes lorsque tu auras décroché. Non, le début, c'était bon, mais comme je prends des notes, et ben, j'ai pas tout pris. OK. Alors, donc voilà les notes. Ça, c'est ce que j'avais écrit. D'accord? Ça, c'est bon. OK, là. Alors, j'explique ici, une entreprise veut financer l'investissement. D'accord? Et elle dispose pour ça d'un capital total de 2 millions d'euros. Enfin, 2000 millions d'euros. Est-ce que ça va? Mais ce capital-là, il est réparti, il est composé de capitaux propres et de dettes. Est-ce que c'est beau? Il est composé pour 1200 millions d'euros de capitaux propres et pour 800 millions d'euros de dettes. Le coût des capitaux propres, c'est 8%. La rémunération de ces capitaux propres, c'est 8%. Le coût de la dette, le coût de l'emprunt, si tu préfères, c'est 5%. Est-ce que ça va? Et on veut trouver maintenant le coût du capital. Quel est le taux? Quel est le taux? Sachant que nous avons deux taux, mais qui sont pondérés par des montants différents. Donc le coût du capital, c'est effectivement la moyenne pondérée de ces deux coûts, c'est-à-dire qui est donnée par cette formule. Le coût du capital, pardon, le coût du capital, c'est la moyenne pondérée. Donc ça, c'est la pondération. C'est la proportion, tu me suis? C'est la proportion de capitaux propres dans le total du capital. Ça, c'est la proportion de la dette dans le total du capital. D'accord? Si je fais un schéma simple, si je te dis, je dispose d'une somme, si je te dis je dispose d'une somme de 10 euros, d'accord, que je répartis ainsi entre deux personnes, à celle-ci, je donne 7 euros, et à cette personne, je donne 3 euros. La proportion répartie, ici, cette personne reçoit combien? 70% du capital, et cette personne reçoit combien? 30% du capital. C'est la répartition. C'est la pondération. Donc ça, cette valeur-là, c'est ce pourcentage-là. Comment j'ai trouvé 70%? J'ai fait 7 sur 7 plus 3. Comment j'ai trouvé 30%? J'ai fait 3 sur 7 plus 3. Tu comprends ça? Ce qui veut dire ici, mon capital,
le capital engagé par l'entreprise est de 2000 millions. Mais il y a 1200 millions qui représentent les capitaux propres. Je veux trouver la fraction des capitaux propres. La fraction des capitaux propres, c'est 1200 divisé par le capital total, c'est-à-dire ça plus ça. Ce qui me donne combien? Je simplifie. Qui peut me dire combien ça fait? 0. 1200 divisé par 2000. Je n'ai pas envie de me fatiguer. 1200 divisé par 2000, ça fait 0 combien? 0,6. Merci. 0,6, c'est-à-dire ici 60%. 60% de ce montant-là, c'est des capitaux propres. L'autre partie, si je le calcule, je vais forcément trouver combien? Logique, je vais trouver 0,4. C'est-à-dire j'aurai forcément 40% qui sera composé de dettes. Donc, mon capital est réparti comment? 60% de capitaux propres et 40% de dettes. Donc, pour trouver le coût du capital, TC, je sais que le coût des fonds propres, c'est 8%, mais il représente 60%. Donc, je fais 0,6 que multiplie 8%, plus 0,4 que multiplie 5%. Et si on fait ce calcul-là, en toute logique, on retrouve le résultat tout à l'heure. 6,8%. Donc le coût du capital est égal à 6,8%. C'est la moyenne, n'est-ce pas? C'est la moyenne pondérée. C'est la moyenne pondérée. Et la pondération, c'est ça. C'est la fraction des capitaux propres sur la globalité et la fraction de la dette sur la globalité. Et donc ce taux-là, cette proportion-là, on multiplie par 0,8, on fait une moyenne en fait. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Après, vous aviez écrit le coût des capitaux propres et le taux de rentabilité exigé par les apporteurs de Ah ça, fonds. après, j'y reviens après. Et après, je Non, me j'y suis... reviens. Là, pour le moment, donc, je suis revenu sur cette phase-là. Donc, est-ce que ça, c'est bon? Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la formule qui est là. Pour trouver le coût des capitaux propres, d'accord? Pour trouver le coût des capitaux propres, il faut bien sûr avoir le montant des capitaux propres, le montant de la dette, et bien sûr le coût des capitaux propres et le coût de la dette. Et c'est ces deux taux-là dont on va faire la moyenne. Mais on appelle ça une moyenne pondérée. C'est-à-dire que la contribution du taux des capitaux propres au taux du capital sera plus importante que la contribution à la dette. Pourquoi? Parce que le montant des capitaux propres est supérieur au montant de la dette. En fin de compte, je ne fais pas la moyenne, je ne fais pas 8 plus 5 divisé par 2. Ça serait faux. Pourquoi? Parce que cette somme-là est plus importante que cette somme-là. Ça aurait été 8 plus 5 divisé par 2, si là j'avais 1000, et là j'ai 1000. Si là j'ai 1000 et 1000, c'est la moyenne arithmétique. Si là on mettait 1000 et 1000, ça fait 8 plus 5 divisé par 2, ça ferait donc 6,5. Ça fait une moyenne toute simple. C'est bon? Oui? Oui, merci. Ok. Oui. Faut pas hésiter, encore une fois, l'objectif, c'est pas de couvrir, d'aller vite. L'objectif, c'est qu'il faut pérenniser ce qu'on apprend. Donc il faut vous approprier ce que j'essaie de vous apprendre. Donc il vaut mieux faire peu et bien que de faire beaucoup et mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Donc là, n'hésitez pas à faire le chat parce que j'ai pas forcément l'oreillette. Donc vous me dites simplement stop, puis après je prends l'oreillette pour vous écouter. D'accord? Parce que ce qui va venir après, c'est vraiment très mathématique. D'accord? C'est très mathématique. Et vous allez voir qu'on va tirer bénéfice, de tout ce qu'on a appris en fait, avec tous les problèmes liés à l'actualisation. Ok?
J'espère sincèrement que vous progressez en fait, que vous apprenez des choses et que voilà, c'est ça l'intérêt. C'est qu'il faut sentir que derrière, il y a de la compétence qui se développe. C'est ça l'intérêt en fait. C'est pas un cours de plus. Alors, donc on va continuer. Et donc on va passer maintenant à ce qu'on appelle, alors pour le moment, je vais laisser ça en bas. Et donc, voilà ce que je dis. Le coût des capitaux propres, c'est le taux de rentabilité exigé par les apporteurs de fonds, c'est-à-dire les actionnaires. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque quelqu'un va engager de l'argent, autrement dit, lorsque quelqu'un veut acheter des actions, il s'attend bien sûr, il prend un risque. En finance, si vous prenez un risque, c'est que vous êtes en droit d'exiger une rémunération pour ce risque, ce qui est logique. Donc, en fait, vous êtes à même en tant qu'actionnaire d'exiger un minimum de rentabilité. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il va falloir tarifer. Comment on fait pour calculer le coût des capitaux propres? Alors, il y a plusieurs, donc on va voir aujourd'hui deux modèles. Donc on va voir aujourd'hui les modèles actuariels. Les modèles actuariels. Et on va voir aussi ce qu'on appelle le MEDAF, ou en anglais le CAPM, Capital. Alors MEDAF, c'est modèle d'équilibre, modèle d'équilibre des actifs financiers, ou en anglais le CAPM, qui veut dire Capital Asset Pricing Model. OK, Capital Asset Pricing Model. Donc ça, c'est le modèle des actifs financiers en français, le MEDAF. Donc on peut évaluer, on peut calculer le coût des capitaux propres en utilisant donc ces deux modèles. Est-ce que ça va? Pas de questions jusqu'ici. Donc on va commencer par les modèles actuariels. Modèle. Rappelez-vous, le taux des capitaux propres, c'est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. D'accord? C'est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Alors, j'ai développé à ce propos plusieurs vidéos là-dessus, sur le modèle actuariel. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez y aller. Donc, le schéma est celui-ci. Nous avons aujourd'hui une action. Nous avons aujourd'hui une action qui vaut V0. Cette action-là, donc on va se projeter dans le futur et on va dire que cette action-là, elle va verser des dividendes.
Cette action-là va verser un premier dividende. Elle va verser un deuxième dividende. Et ainsi de suite. Elle va verser un énième dividende. Mais à l'échéance, cette action sera remboursée. Autrement dit, elle vaudra Vn. Elle vaut V0 aujourd'hui. Elle vaut V0 aujourd'hui, l'action. Cette action-là va verser D1, D2, Dn. Et bien sûr, cette action-là aura une cotation en n. Elle vaudra Vn. Est-ce que c'est bon? Donc c'est un cas vraiment qu'on peut imaginer. Nous sommes aujourd'hui. L'action Air Liquide, elle vaut tant. On fait des espèces de calculs pour évaluer les dividendes futurs et sa valeur de remboursement future. On se place, si vous voulez, dans un univers, on va dire, aléatoire. Mais on peut tout à fait imaginer cette configuration. Et bien, dans ce cas présent, le taux pour lequel il y a égalité entre V0 et tous les flux futurs, ce taux, c'est le coût des capitaux propres. Autrement dit, si je veux, j'appelle T ce taux. Alors, qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égal V0? On applique nos formules d'actualisation au taux T. Ça me donne quoi donc? D1 que multiplie 1 plus T puissance moins 1 plus D2 que multiplie 1 plus T puissance moins 2 plus, et vous avez compris que ici ces deux montants sont à la même date, je peux donc les additionner, plus dn plus vn fois 1 plus t puissance moins n. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement à partir des dividendes espérés futurs et de la valeur de revente future de l'action, d'accord? On a posé cette égalité, et cette égalité ne prévaut que pour un certain taux, et ce taux, c'est le coût des capitaux propres. Alors après, cette écriture-là, je peux la contracter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux l'écrire comme ça? Somme, oui, c'est la même forme ici, somme des i variant de 1 à n, puisque je vais de 1 à n. Là, ça change, l'indice c'est 1, 2, donc ça fait ici di. Vous voyez, ça fait D1, D2 jusqu'à Dn, que multiplie 1 plus T à la puissance moins I. Vous voyez, la somme, ça fait, je commence, I égale 1, ça fait D1, 1 plus I puissance moins 1, plus D2, 1 plus I puissance moins 2, plus, et ainsi de suite, jusqu'à point, 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 plus Dn, 1 plus I puissance moins n, plus, il ne faut pas oublier la valeur, le cours de l'action future, plus Vn
fois 1 plus t à la puissance moins n. Voilà une contraction de ce que j'ai écrit là. Est-ce que ça va? Il faut s'habituer au signe somme, n'est-ce pas? Il faut s'habituer au signe somme. Regardez, je vous donne un exemple. Si j'écris somme, je vais plutôt commencer comme ça. Si j'écris ceci, j'écris 1 plus 2 plus 3 plus 4. Cette écriture-là, je peux la remplacer par somme des i variant de 1 à 4. Si tu regardes bien, je remplace i par 1, ça fait 1, comme il y a le signe somme plus, après i passe à 2, après i passe à 3, et après i passe à 4. Est-ce que c'est bon? Donc voilà l'écriture la plus simple. Maintenant, si j'écris ça, d1 fois 1 plus i, 1 plus t à la puissance moins 1, plus d2 fois 1 plus t à la puissance moins 2, plus d3 fois 1 plus t à la puissance moins 3. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est le même indice? C'est 1, après ça passe à 2, et après ça passe à 3. Ce qui varie, c'est cette valeur-là. Donc, j'écris cette forme-là comment? Ben, j'écris tout simplement D, I, mais comme là c'est 1 et là c'est 1, donc si là c'est I, là ça sera 1 plus T puissance moins I. Donc si là je mets 1, ça fera 1, si là je mets 2, là ça fera 2, mais si je fais cette somme-là, je fais varier I de 1 à 3, et j'obtiens bien ce qui est au-dessus. Donc I est d'abord égal à 1, ça fait D1, 1 plus I puissance moins 1, ça me donne ce terme. Comme il y a le signe somme plus, le I passe à 2, et ensuite plus, le I passe à 3. Et c'est exactement ce qui est écrit là. C'est clair? Donc là, le I, il varie de 1 à n. Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Ok? Oui, je vois, merci. Voilà. C'est très important de s'approprier ce genre d'écriture parce qu'en finance, on écrit toujours des formules sous cette forme-là, justement pour un gain d'espace. D'accord. Donc, en fait, le coût des capitaux propres, dans le cas présent, c'est le taux T, solution de cette équation. C'est le taux T pour lequel il y a égalité entre la valeur de l'action aujourd'hui et tous ces flux futurs actualisés à ce taux. Et là, cette valeur de T, on peut la trouver à l'aide d'un solveur. Est-ce que vous m'avez compris? Donc voilà, écrit plus proprement. Voilà. Je vais réduire un peu pour que vous puissiez voir. Un peu plus. Voilà. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est la forme contractée. Donc cette écriture-là, vous avez compris que le DN ici, je l'ai sorti, puisque j'ai regroupé tous les D dans une seule écriture, et le VN, je l'ai actualisé tout seul. Donc le coût des capitaux propres, le taux petit t, c'est tout simplement la solution de cette équation. C'est la valeur de t pour laquelle il y a égalité entre le cours de l'action aujourd'hui et de toutes les rémunérations procurées par cette action, dividendes des valeurs de remboursement, à une date future. Voilà.
Vous voyez mieux la forme contractée ici. OK. Je vais commencer par le premier cas, c'est-à-dire le modèle des dividendes. Le modèle des dividendes actualisé constant. Donc là, le schéma, c'est celui-là. Donc, je suis aujourd'hui, le cours de l'action, c'est V0, et cette action va verser des dividendes. Mais cette fois-ci, les dividendes seront tous constants. Donc là, elle va verser D, D, et ainsi de suite. Et à l'échéance N, elle va encore verser un dividende D, et sa valeur de remboursement Vn. Est-ce que tout le monde a compris le schéma? C'est le même schéma que tout à l'heure, la seule différence, c'est que tous les dividendes ici sont tous égaux. C'est pour ça qu'on parle du modèle des dividendes actualisés constants. La question est celle-ci, et j'espère que vous allez pouvoir me répondre. Quel est, dans ce cas-là, si j'ai ce schéma-là, quel serait dans ce cas-là le taux de rentabilité exigé par les actionnaires? Ça serait donc comment? Quelle opération je pose? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Bah, je pense. Eh bien, Bérénice, ça nous a donné la bonne expression. Merci, Bérénice. Est-ce que c'est tout? Oh, Regarde, Radou, est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Regarde la réponse de Bérénice. Désolée Radou, mais j'étais en train d'écrire depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Radou, est-ce que c'est ce que tu voulais dire? oui. Ok. Donc là, si vous regardez bien, j'ai ce qu'on appelle une suite d'annuités constantes, de fin de période. D'accord? Et on va donc appliquer le problème d'actualisation d'une suite de n annuités constantes de fin de période. Donc je vous rappelle la formule. La formule c'est V0 égale petit a, 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Donc ici, V0 est tout simplement égal à quoi? À grand D que multiplie 1 moins 1 plus t à la puissance moins n sur t. Ça, c'est pour tous les dividendes actualisés. À ça, il faut rajouter le cours de l'action en n actualisé. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Vous avez à chaque fois dit son importance. Ça fait partie de votre table de multiplication, ça. C'est quelque chose qu'il faut appliquer naturellement. Alors maintenant, regardez, ce qui est très important, c'est que on va se placer on se place dans un univers infini. Alors, il faut savoir ceci. Lorsque vous prenez une quantité, vous prenez 1 sur 10. Ça fait 10 puissance moins 1, vous êtes d'accord? Ça fait 0,1. Vous prenez 1 sur 100. Ça fait 10 puissance moins 2. Ça fait 0,01. Donc là, vous avez 2 zéros. Si j'écris 1 sur 10 puissance n, ça fait 10 puissance moins n. C'est égal à 0,00000. Et il y a combien de zéros ici? N0. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si n tend vers l'infini, ce nombre-là tend vers 0? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résultat?
Si là, je mets 100 000, si vous faites 1 sur 10 à la puissance 100 000, ça fait quasiment 0. Est-ce que ça va? Donc ça, il faut le comprendre. Donc, la limite de 10 puissance moins n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est forcément 0. Est-ce que tout le monde a compris ça? Les enfants, essayez d'être un peu réactifs parce que il faut vraiment que le cours soit interactif. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Voilà, je suis pas là. On n'est pas là pour faire on n'est pas là pour faire de la théorie. On est là vraiment dans un point de vue pratique. Mais le côté pratique, il y a forcément s'appuie sur des notions mathématiques qui sont importantes. Alors, j'essaie de les vulgariser au maximum pour qu'elles soient accessibles. D'accord? Donc ici, tout le monde a compris que là, tout le monde a compris que là, tout le monde a compris que là, si je cherche la limite de 1 plus t, vous êtes d'accord que 1 plus t est plus grand que 1. Cette limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, je mets puissance moins n. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0? Au même titre que ça. Très important. Au même titre que ça. Donc, un nombre à une puissance négative, quand vous l'élevez à l'infini, c'est comme si vous divisiez le nombre avec une puissance positive, mais avec un nombre infini au dénominateur. Un nombre infini au dénominateur, 1 sur 1 milliard, ça fait 0,000. Est-ce que c'est bon? Par conséquent, le cours de l'action aujourd'hui, donc ça tend vers combien tout ça? Ça tend vers combien? À l'infini, à l'horizon infini. Ça tend vers combien? Et ça tend vers combien? Donc tout le monde a compris que cette quantité-là, à l'horizon infini, tend vers 0. Et là, ça tend vers 0. Et qu'est-ce qui me reste donc? Ça fait 0. Ça fait 0. Donc, le cours de l'action aujourd'hui est tout simplement égal à son dividende divisé par t. Voilà la première relation simple. Dans le cas d'un modèle dans le cas des modèles actualisés avec un dividende donc constant, la valeur, le lien, le coût des capitaux propres, c'est la relation qui lie V0, D et T. Est-ce qu'il y a une question? C'est un résultat qui est très simple en fait. J'ai une petite erreur de calcul que j'ai corrigée. Donc ici, c'est bien sûr Vn fois 1 plus t puissance moins n. On a dit que ça, c'est une suite de n annuités constantes de fin de période. On applique bien sûr la formule d'actualisation. Bon, là, peut-être que c'est plus pratique de mettre un signe multiplié, ça sera plus joli. Pardon. Retour. Donc, ça sera plus joli peut-être. Voilà. Et donc là, bien sûr, la limite de 1 plus t à la puissance moins n, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite-là, bien sûr, c'est 0. Et après, on remplace. Et après, on remplace pour obtenir. Après, on remplace. Donc, ça fait V0 égale. Ça fait 0. Ça fait 0. Donc, ça disparaît. Hein, vous avez compris? Donc, ça disparaît. Ça fait 0. Je vais corriger. Donc ici, donc on a dit que lorsque n tend vers plus l'infini, 1 plus t puissance moins 1 tend vers 0. Donc ce qui va me donner ici, cette valeur-là est nulle. Donc elle disparaît. Cette valeur-là est nulle. Donc elle disparaît. Mais si cette valeur-là est nulle, ce produit est nul. Il disparaît.
Et il ne me reste plus que, donc là le signe moins disparaît, jusqu'à moins 0, jusqu'à moins 0, voilà. Et il me reste tout simplement V0 égale D sur T. D'accord? Alors un exemple tout simple, si on vous dit que le cours d'une action, donc exemple, le cours d'une action aujourd'hui, le cours d'une action, le cours d'une action est de, on va dire, de 50 euros, et que cette action verse un dividende constant, verse un dividende constant de 2 euros, quel est le coût des capitaux propres? D'accord? Donc le coût des capitaux propres, c'est cette relation-là. Est-ce que c'est bon? Donc dans mon exemple, le coût des capitaux propres, c'est quoi? C'est le dividende divisé par le cours de l'action aujourd'hui. Et ça fait donc un taux des capitaux propres de combien? 4%. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites pour vous, l'application de la formule, elle est simplement ici. Vous avez compris. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le cheminement. Mais encore une fois, si je vous avais donné ce seul résultat, le résultat tout seul n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est effectivement d'où vient ce résultat. Mais une fois que vous avez compris d'où il vient, après pour l'appliquer, c'est très facile. Mais il faut éviter d'appliquer des formules de façon, je dirais, mécanique, en faisant du copier-coller. Ça n'a aucun intérêt. On va maintenant voir le modèle du dividende actualisé à croissance unique. Alors, voilà le schéma. Attention, c'est un peu plus mathématique, mais en principe, on est armé pour faire ce genre de calcul, puisque on l'a vu maintes fois. Donc, je vais devant vous expliquer le fondement, et la formule à retenir sera très facile. La formule en soi est très facile, mais voilà l'explication. Alors, donc, modèle du dividende actualisé à croissance unique. Ça veut dire concrètement quoi? Regardez bien. Donc, ça, c'est mon axe de flux. Là, je suis à la date 0, date 1, date 2, jusqu'à la date. Alors, je vais espacer un peu plus parce que j'aurai besoin d'espace. Donc là, je vais écarter un peu plus. La date 2, la date 3. Et là, je vais aller jusqu'à la date N. Je vais supposer que, donc, là, c'est le cours de l'action aujourd'hui. Là, c'est mon premier dividende. D'accord? Mon premier dividende. Et je vais supposer que les dividendes ont un taux de croissance égal à 1 plus G. Autrement dit, le taux de croissance, j'écris, on va supposer que les dividendes, taux de croissance G. Par exemple, les dividendes croissent de 5% tous les ans. Vous me suivez ou pas? Les dividendes croissent de 5% tous les ans, croissent de 3% tous les ans. C'est ce qu'on appelle la croissance unique. Donc vous avez votre premier dividende et tous les autres vont croître. Mais quand je vous dis que le taux de croissance est de G, quel est le coefficient multiplicateur? Quand je vous dis que le taux de croissance est de 4%, quel est le coefficient multiplicateur? Par quoi il faut multiplier? Si je vous dis qu'un dividende croît de 4% et la première année, il est égal à D1, il sera égal à quoi l'année suivante s'il croît de 4%? Il sera égal à D1 que multiplie combien? S'il croît de 4%, il sera égal à combien la deuxième année?
1 plus 4%. Et ça veut dire combien? Que multiplie 1,04. Est-ce que ça va? Je répète. Si vous avez un taux de croissance de 4%, le coefficient multiplicateur, c'est 1,04. Ça, c'est le premier dividende. Le suivant, il va être égal à quoi? À D1. C'est ça, Rado. D1 plus 4% de D1. Ça, on l'a vu ça. Quand voilà, on met D1 en facteur, ça fait bien D1 facteur de 1,04. Non? Et D3, c'est quoi D3? Et ainsi de suite, non? Oui, oui, tout à fait. Tous les ans. Donc le nème dividende sera égal à D1 que multiplie 1,04 puissance n-1. Puisque à 1, c'est 0, à 2, c'est 1, à 3, c'est 2. Donc à n, c'est n-1. Ça, par contre, il faut le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, vous me le dites. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris que lorsque quelque chose croît de 4%, il suffit de multiplier à chaque fois par 1,04. Quand quelque chose croît de t%, quand une quantité croît de t%, le coefficient multiplicateur, quand une quantité croît de t%, le coefficient multiplicateur, je le dis, c'est 1 plus t sur 100. Lorsque quelque chose croît de t, mais il n'est pas donné en pourcent, c'est 1 plus t. Donc là, le taux de croissance, c'est g. Donc ça sera, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus g. Est-ce que tout le monde a compris? Donc si je vous dis qu'un dividende croît de 3%, il faut les multiplier à chaque fois par 1,03. C'est-à-dire que dans ce cas-là, g est égal à 0,03. Si je vous dis que g est égal à 12%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est combien? Est-ce que ça va? Dites-moi si c'est compliqué, je vous l'explique. Ok. Ok. Alors, donc ici, mon premier dividende, c'est D1. Et comme mon taux de croissance, c'est G, quel est mon deuxième dividende? Il sera égal à combien? Mon deuxième dividende sera égal à combien? À D1 que multiplie 1 plus G. Oui, mais en général, Bérénice, d'accord? Là, cette fois-ci, je prends G. Je fais le cas général, d'accord? Et donc, à quoi est égal le troisième dividende? Donc, D1 fois 1 plus G, encore fois 1 plus G, ce qui fait D1 fois 1 plus G au carré. Est-ce que ça va? Plus le nème dividende, qui sera égal à combien? À D1 que multiplie combien? 1 plus G à quelle puissance? N. Combien? Ah non, N. pas n, regardez bien. 2, 1, 3, 2. Donc Ah, n, moins 1. voilà, n moins 1. OK? Puisqu'on commence à 0. On commence à 1 plus i puissance 0. 1 plus i puissance 1. 2, 1, 0. 2, 1. 3, 2. N, n moins 1. Est-ce que c'est clair? Et là, ici aussi, j'ai la valeur Vn. Vous me suivez ou pas? Oui, ça va? Donc maintenant, on va dire soit T le coût des capitaux propres. Donc à quoi est égal V0? C'est égal à quoi? À D1 que multiplie
1 plus t puissance moins 1. Est-ce que vous me suivez? Plus combien? D1 fois 1 plus G que multiplie 1 plus T puissance moins 2. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Plus, point, 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 D1, le dernier là, D1 fois 1 plus G puissance N moins 1, qui multiplie combien? Plus T puissance moins N, puisqu'on actualise sur N périodes. D'accord? De N à 0, ça fait N périodes. Plus la valeur, le cours de l'action en N, mais on a vu tout à l'heure que lorsque N est infini, cette valeur-là va tendre vers 0. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui, monsieur. Ok. Vous voyez, je ne fais que reproduire ce schéma-là qu'on a répété plusieurs fois. Et j'avais insisté au début de l'importance de cette écriture. C'est le fait de le répéter, ça vous montre à quel point c'est important. Et surtout, j'espère qu'à la longue, vous allez effectivement vous approprier la démarche. Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment je fais pour passer de là à là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour passer de là à là, et vous allez vérifier avec moi, je multiplie bien celui-là par 1 plus G que multiplie 1 plus T à la puissance moins 1. Regardez ici, j'ai 1. Là, j'ai 1 plus G. Là, j'ai puissance moins 1. Là, j'ai puissance combien? Moins 2. Donc, j'ai bien multiplié comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme et ça pareil, je l'ai répété maintes fois. Là, vous êtes en présence de quoi? La somme des n premiers termes, la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme combien? De premier terme, c'est celui-là le premier terme. De premier terme, D1 fois 1 plus T à la puissance moins 1. Et de raison, un plus G que multiplie 1 plus T à la puissance moins 1. Je parle de cette partie-là, la somme de là à là. Donc c'est bien la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme D1 fois 1 plus T puissance moins 1 et de raison 1 plus G fois 1 plus T puissance moins 1. Et nous avons ce terme-là, mais on a vu tout à l'heure qu'à l'infini, cette valeur-là était nulle. Et ça, je vais l'écrire après. Est-ce qu'il y a une question? Très bien, maintenant qu'on a défini les éléments, qu'on a identifié que c'est une suite géométrique de premier terme D1 fois 1 plus T puissance moins 1 et de raison 1 plus G fois 1 plus T puissance moins 1, je vais appliquer ma formule. La formule de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, encore une fois, on l'a répété maintes fois, c'est donc la somme V0 égale premier terme, donc le premier terme c'est celui-là, voilà, fois 1 plus T puissance moins 1, que multiplie réseau, rappelez-vous, réseau
à la puissance nombre de termes, mais on a dit que la raison, c'était 1 plus t puissance moins 1 que multiplie 1 plus g, ou plutôt je vais l'écrire dans l'autre sens. Je vais l'écrire 1 plus g puissance, voilà. Je vais l'écrire dans l'autre sens, je préfère. Donc 1 plus g fois 1 plus t puissance moins 1, moins 1, oui, pardon, le tout à la puissance, le tout, c'est très important, le tout à la puissance n, parce que j'ai n termes, voilà, le tout à la puissance n, moins 1, sur raison, oui, Monsieur, c'est pas 1 moins la raison, ok, vu qu'on actualise. non, alors là, ok, ok. Ici, c'est pas un problème d'actualisation ici, c'est un problème de somme, Bérénice, d'accord? Rapidement, regarde, j'écris, S égale A plus AQ plus AQ2, et j'arrête là, d'accord? Plus AQ2 plus AQ3. Là, j'ai quatre termes. Tu me suis ou pas? C'est une suite géométrique de raison Q. La formule, elle s'écrit de deux façons. Soit tu l'écris comme ça. Petit a, premier terme, que multiplie raison à la puissance nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. Voilà la formule. Ou tu peux l'écrire sur Ah oui, c'est le bon, plan monsieur. mathématique, on peut l'écrire aussi A, on peut l'écrire aussi 1 moins Q à la puissance plus 4 sur 1 moins Q. Mais moi, je préfère écrire comme ça quand je fais de la finance. Je préfère écrire, Oui, c'est premier terme, raison, il faut se rappeler, hein, raison à la puissance nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. Ça, on l'a écrit plusieurs fois. oui, c'est bon, je m'en Attention. rappelle, mais Donc là, j'étais encore c'est. sur ma formule Non, la d'actualisation. problème d'utilisation, elle est là. La problème. Après, j'ai une somme en progression géométrique. Je ne m'intéresse plus à l'actualisation. Oui, c'est Ça bon, je va? m'en rappelle. Attention. Merci. Ok. Mais tu fais bien de le dire. Ça, c'est très important de bien, consolider ça. Ça, c'est capital. Capital. Donc, je répète. Là, j'ai un peu bien écrit. Je répète. Le premier terme, il est là. La raison, c'est 1 plus g fois 1 plus t puissance moins 1. Il y a combien de termes? Il y a n termes. Moins 1 sur raison. Raison. Moins 1. Plus. Donc là, je vais la supprimer tout de suite, celle-là. Comme ça, on règle ça. Est-ce que vous êtes, pour pas qu'on s'embête, est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'infini, cette valeur-là tend vers combien? À l'infini, cette valeur-là tend vers combien? 0. D'accord? Donc ça, je m'en occupe plus, hein, parce que je considère que n, je suis sur un horizon infini. Donc je considère que ça vaut 0 dans 50 ans, dans 100 ans. V0 égale. Désolé, monsieur, j'arrive pas à comprendre en dessous pourquoi c'est moins n. Parce que je me suis trompé. D'accord. Parce que je me suis trompé. Là, j'ai fait une erreur. Tu fais bien de le dire. C'est raison moins 1. Merci Bérénice. Raison moins 1. Voilà. Raison moins 1. Ça va? Voilà. Tu as bien fait de. Ok, je répète. Raison à la puissance nombre de termes, moins 1, sur raison à raison à la raison moins 1. C'est 1 plus t puissance moins 1. Ça va? La raison, on va y arriver, la raison, c'est 1 plus g fois 1 plus t à la puissance moins 1. Ça, c'est ma raison Q. Ça va? Ok. Vous êtes d'accord avec moi que 1 plus t à la puissance moins 1, c'est écrit aussi
D1 sur 1 plus t. La puissance moins 1, je peux la rendre positive en la passant au dénominateur. Donc, que multiplie le numérateur, c'est 1 plus g à la puissance n fois 1 plus t à la puissance moins n moins 1 sur 1 plus g fois 1 plus t à la puissance moins 1 moins 1. C'est bon? Ici, ce terme-là, regardez bien ce terme-là, je vais le distribuer. Je vais le multiplier par ça et je vais le multiplier par ça. Vous voyez, je vais multiplier ce terme. Je vais le multiplier ici. Vous voyez? Donc là, ça fait quoi ici? 1 plus t fois 1 plus t puissance moins 1. Ça fait 1 plus t puissance 0. Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester d1 que multiplie 1 plus t fois 1 plus t puissance moins 1, ça fait 1. Donc il va me rester le 1 plus g moins 1 fois 1 plus t. Au numérateur, il va me rester 1 plus g puissance n qui multiplie 1 plus t puissance moins n, moins 1. D'accord? Je vais effacer le haut parce que j'ai besoin de la partie haute du tableau. Et on va trouver un résultat très simple que vous n'aurez aucune difficulté à retenir. Mais encore une fois, c'est toute la démarche avant qui est intéressante. Donc ici, j'ai V0 égale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, je peux l'écrire comme ceci? Je peux l'écrire ici comme ceci. Alors, V0 égale D1 que multiplie. Je commence par le dénominateur. J'enlève mes parenthèses. Ça me fait 1 plus g moins 1 moins t. Je répète, 1 plus g moins 1 moins t. Ensuite ici, ça me fait, tout le monde voit que 1 plus t à la puissance moins n, je peux l'écrire 1 sur 1 plus t à la puissance plus n. Donc ça, je peux l'écrire comment? Ça, je peux l'écrire comment? 1 plus t, 1 plus g à la puissance n sur 1 plus t à la puissance n, moins 1. Je continue à côté, égale D1. Ici, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Au dénominateur, il va me rester g moins t. Alors maintenant, j'attire votre attention. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues par le passé. Lorsque vous prenez un nombre, quel qu'il soit, vous prenez un nombre, on va dire
x qui est compris entre 0 et 1. Lorsque vous prenez un nombre x qui est compris entre 0 et 1, lorsque vous, par exemple, vous prenez 0,1, vous l'élevez au carré, ça fait 0,01. Vous l'élevez au cube, ça fait 0,001. Et si vous l'élevez à la puissance n, et que n tend vers plus l'infini, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 0? Lorsque vous prenez un nombre compris entre 0 et 1 et que vous l'élevez à la puissance infinie, ça fait toujours 0. Alors maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas spécifié avant. Le modèle du dividende actualisé à croissance unique d'un point de vue financier et économique n'a de sens que si petit g est strictement inférieur au coût des capitaux propres. Il faut que petit g soit strictement plus petit que t. C'est obligé. Sinon, le modèle ne fonctionne pas. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, il faut que g soit plus petit que t. Par conséquent, ayant dit ça, ici, tout le monde a compris que ça, je peux l'écrire comme ceci. Là, j'ai 1 plus g sur 1 plus t, le tout à la puissance n. Vous voyez, puissance n, moins 1. Mais je vois que g est plus petit que t. Ça veut dire que 1 plus g est strictement plus petit que 1 plus t. Ça veut dire que, concrètement, que le rapport 1 plus g sur 1 plus t, comme le numérateur est positif, le dénominateur est positif, et que le numérateur est plus petit que le dénominateur, ce nombre-là est compris entre 0 et 1. C'est obligé, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Est-ce que c'est bon? Or, un nombre qui est plus petit que 1, quand vous l'élevez à une grande puissance, ça fait quasiment 0. Donc ce nombre-là, lorsque n est infini, ce nombre-là, lorsque n est infini, la limite de ce nombre-là, lorsque n est infini, c'est tout simplement combien? 0. Et donc, V0 est égal à D1. Ça fait 0. Il me reste moins 1. Alors, je n'ai pas de place. Je vais juste l'écrire plus haut. Comme ça, on verra bien. Rappelez-vous ici, donc ça fait 0. Il me reste moins 1 au numérateur. Ce qui va me donner D1, V0 égale D1 que multiplie moins 1. Parce que ça fait 0, mais il y a ce moins 1 sur G moins 1, G moins T. J'enlève le moins 1 au dénominateur et ça me fait une formule qui est très connue. C'est la formule de Gordon et Shapiro. Voilà la formule de Gordon et Shapiro qu'il ne faut jamais oublier. Et à partir de là, vous tirez la valeur de t. Je vais vous donner un exemple numérique juste après. Est-ce que vous avez compris? La formule finale, c'est celle-là. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'avais une action qui était cotée, rappelez-vous, j'avais une action qui était cotée 50 €, vous vous rappelez? Et je vous ai dit que cette action, elle verse un dividende de 2 €. Vous me suivez ou pas? Cette action, elle verse un dividende de 2 €. Est-ce que c'est bon? Et si les dividendes croissent, si les dividendes croissent de 3%,
si les dividendes croissent de 3%, on peut retrouver la valeur de G, de T. Est-ce que c'est bon? La valeur de T, c'est simplement la relation en remplaçant V0 par combien? Par 50. Vous remplacez le dividende par 2. Vous remplacez G par 3% et vous tirez la valeur de T. Est-ce que vous m'avez compris? Donc le coût des capitaux propres ici est de 7%. Pourquoi? Parce que V0 égale 50. Donc je remplace V0 par 50. Le dividende, c'est 2. Le taux que je ne connais pas. Le taux de croissance, 3%. Et je résous l'équation. Je fais le produit en croix. 2 égale 50 fois T moins 0,03. D'où 50T moins 1,5 égale 2. Soit 50T égale 3,5. D'où T égale 3,5 divisé par 50 multiplié par 100, ce qui fait un coût des capitaux propres de 7%. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je vais la compléter parce qu'il me reste un dernier point pour aborder le MEDAF pour qu'elle soit complète. Mais avant, est-ce que je peux effacer? Ok. Ok, merci. Donc ici, est-ce que j'ai réécrit ça? Donc voilà ce que j'avais écrit la première formule. Donc j'avais réécrit tout ça. Et après, on a expliqué comment on arrivait à simplifier. Et on arrive au résultat qu'il faut retenir. Si vous permettez, je vais peut-être l'écrire plus proprement. Bon, ça fait, je vais l'écrire à la main. Donc, il faut retenir, c'est le modèle de Gordon et Shapiro. Donc ici, la relation qui lie V0, le coût des capitaux propres et le taux de croissance, c'est V0 égale à D divisé par T moins G. Et il faut savoir que T est toujours strictement supérieur à G. Donc voilà la formule à retenir. Hein, je ne vais pas vous retenir plus longtemps puisque vous avez un nouveau cours à côté. Ok. Ben, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Donc là, voilà, je reprends un peu les éléments. Ici, donc, j'ai repris tout le calcul proprement. Donc là, comme on a dit, on est en présence une somme de n premier terme d'une suite géométrique de raisons 1 plus g fois 1 plus t. Donc ce qui me donne premier terme qui multiplie raison à la puissance ici nombre de termes, puisque j'ai ici la raison, c'est 1 plus g fois 1 plus t puissance moins 1. Si je fais 1 plus g fois 1 plus t puissance moins 1, le tout à la puissance n, ça me donne bien 1 plus g puissance n, 1 plus g puissance moins n. Ensuite, là c'est puissance moins 1, je mets au dénominateur, ça fait puissance plus 1. Je distribue ces deux termes, voilà, je le distribue en le distribuant ici. Voilà, donc ici le 1 plus g puissance n fois 1 plus t puissance moins n s'écrit 1 plus g sur 1 plus t, le tout à la puissance n, moins 1. Je distribue ce terme ici et ici. Donc là, ça me donne 1 plus g, puisque là, ça fait 1 plus t fois 1 plus t puissance moins 1, ça fait 1 plus t puissance 0, ça fait 1. Donc il me reste 1 plus g, et ensuite 1 plus t fois moins 1, ça fait moins 1 plus t, plus Vn fois 1 plus t puissance moins n. Maintenant, simplification. On sait que petit g, le taux de croissance, doit être strictement plus petit que le coût des capitaux propres, donc doit être plus petit que t. Par conséquent, ce nombre-là est compris entre 0 et 1. Sa limite est égale à 0. Et on sait que la limite de 1 plus t puissance moins n, lorsque n tend vers plus l'infini, est aussi 0. Donc ce terme-là disparaît. Ce terme-là disparaît. Ce terme-là disparaît. Et là, je développe. Ça me fait bien 1 plus g
moins 1. Le 1 moins 1 s'annule, ça me laisse T. Ça me laisse T. En fait, j'étais un peu vite ici. Là, ça me fait moins T. Donc là, il faudrait que je rajoute peut-être cette explication. Alors, voilà, il faut que je rajoute ça. Donc ici, ça me fait V0. Donc là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Donc là, il va me rester moins D sur. Et donc 1 plus G moins 1 moins T. Donc 1 moins 1 s'annule. Ça me fait moins D sur G moins T. Je prends l'opposé du haut, ça fait D, et l'opposé du bas, et ça me donne bien ce qui est écrit là. Et donc après, je n'ai plus qu'à trouver le taux, le coût des capitaux propres, la valeur de T. Donc ici, je fais le produit en croix, ça fait V0 fois T moins G égale D1. Je développe, ça fait V0 fois T moins V0 fois G égale D1, n'est-ce pas? Je passe, je cherche T, donc ça me fait V0 T égale V0 G plus DA. Je divise tout par V0, ce qui me donnera T égale V0 G sur V0, ça fait G, D1 sur G, et voilà comment on calcule le coût des capitaux propres dans le cadre d'un modèle du dividende actualisé à croissance unique. Alors j'avais pris un exemple tout à l'heure que je répète. Donc si vous avez effectivement une action qui est cotée 50 € aujourd'hui et qu'elle verse un dividende, D, premier dividende est égal à 2 € et que le taux de croissance est égal à 3%. Quel est le coût des capitaux propres selon ce modèle? Donc, selon le modèle du dividende actualisé à croissance unique, je calcule petit t et j'écris petit t égale, donc petit g, 3%. Donc, j'écris d'abord 0,03 plus D1, 2 sur 50. Donc, D sur 50, ça fait 0,04. Donc, le coût des capitaux propres, vous vérifierez si je ne suis pas trompé. Donc ça fait un taux de combien? De 7%. Voilà, donc maintenant on va aborder, tout simplement pour finir, le coût de la dette. On va aborder le coût de la dette. Très bien, on passe maintenant au coût des capitaux empruntés. J'ai pris un exemple très simple. Le coût d'un emprunt et le taux de revient donc calculé en intégrant bien sûr les économies d'impôt sur les intérêts, les frais d'émission et les amortissements des primes de remboursement. Là, je crois que le S est de trop. OK. OK, donc ici, on prend ici un exemple simple. L'entreprise a emprunté 800 millions d'euros. Cet emprunt est contracté au taux de 6%. Il est remboursable in fine sur 4 ans. Il n'y a pas de frais d'émission. Il n'y a pas de prime de remboursement. Donc en fait ici, le capital emprunté c'est 800. Rien n'est amorti la première année, la deuxième, la troisième. Tout est remboursé en une seule fois, ce qu'on appelle un remboursement in fine. Intérêts, bien sûr, les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. 6% de 800, ça fait 48. Et donc, nous avons des intérêts constants tous les ans. L'annuité, c'est égal à l'intérêt plus l'amortissement. Donc, 48 €, 48 millions d'euros, 48 millions. Quatrième annuité, c'est 800 plus 48, 848. Attention, ici, nous avons des économies d'IS. L'intérêt, c'est une charge. Donc, nous avons un taux d'IS de 33,1 tiers. Donc, ce qui veut dire tout simplement 33 1 tiers, c'est 1 tiers. 48 divisé par 3, ça fait 16. Donc, l'entreprise réalise une économie d'IS de 16 millions d'euros tous les ans. Le décaissement réel, c'est bien sûr l'annuité moins l'économie d'IS. Donc, la première année, elle va décaisser 32. 32, 32 et 832 la quatrième année. Quel est dans ce cas-là ce qu'on appelle le taux de revient?
Et c'est ça qui va représenter le coût des capitaux empruntés. Donc ici, nous avons une série de 4 annuités, 3 annuités égales. On peut raisonner comme ça. 4 annuités, 3 annuités donc de 800 euros chacune, de 32 euros chacune, 32 millions d'euros chacune. Donc à l'époque 0, on a emprunté 800 et on actualise ces 3 annuités. Donc 32 fois 1 moins 1 plus t puissance moins 3 sur t, plus la dernière annuité qui est actualisée sur 4 ans. Donc 832 fois 1 plus t puissance moins 4. Et on trouve t égale 4%. J'aurais pu ici, au lieu d'écrire 832, j'aurais pu garder ici, j'aurais pu faire la même chose et écrire ici 848. Donc là, ça m'aurait fait 4 annuités de 832, de 32, pardon, ce qui m'aurait fait 1 moins 1 plus t puissance moins 4 sur t, plus 848, et le tout égale à 800. Bon, là, j'ai préféré présenter comme ça. Et donc, vous avez un taux de t égale 4%. Mais en fait, ce taux était prévisible. Comme il n'y a pas de frais d'émission, comme il n'y a pas de prime, le taux réel, le taux d'emprunt était de 6%, mais comme j'ai fait une économie d'IS de 1 tiers, donc en fin de compte, je n'ai mon taux, c'est 2 tiers de 6%. Et 2 tiers de 6% vous donne directement 4%. Voilà. Alors je pourrais prendre effectivement un exemple avec donc un emprunt dans lequel nous avons des frais d'émission, dans lequel nous avons une prime de remboursement, mais ça alourdirait donc la vidéo. Et donc je vous dis à une prochaine fois, si vous voulez. À très bientôt. Au revoir.